L'appareil de la vision, spécialisé dans le sens de la vision, est situé entre la base du crâne et le massif facial. Il comprend deux cavités orbitaires, deux globes oculaires associés aux annexes, avec une structure vraiment complexe. On appelle des annexes les structures situées autour du globe oculaire. Au total, il y en a le globe oculaire, qui est logé dans une cavité osseuse appelée l'orbite ou bien la cavité orbitaire, associée aux annexes, qui comprennent l'appareil lacrymal, les paupières, les conjonctives avec les muscles oculomoteurs, dont le tout vient d'assurer la mobilité, la protection et la lubrification de notre globe oculaire. Le globe oculaire est une boule qui est placée au sein d'une cavité osseuse, appelée la cavité orbitaire. Elle est en forme pyramidale, à base antérieure et sommet postérieur. Il y en a deux cavités orbitaires, en nombre de deux, c'est-à-dire placées toujours entre le front et le massif facial, et séparées l'une de l'autre par la cavité nasale. Puisqu'il s'agit d'une forme pyramidale à base antérieure et sommet postérieur, il y en a la présence de 4 bords, avec 4 faces, et avec une légère déviation en interne par rapport à la cavité nasale. Cette cavité osseuse, elle est formée par la juxtaposition de cet os. L'ethmoïde, l'os lacrymal, le maxillaire, le processus orbitaire du palatin, l'os zygomatique, le sphénoïde et l'os frontal. L'ethmoïde, lacrymal, le maxillaire, le palatin, le zygomatique, le sphénoïde et l'os frontal. Cette cavité osseuse constitue vraiment un hôtel pour le globe oculaire. Déjà, de un, c'est de l'os, donc c'est de la rigidité, c'est de la solidité, c'est de la protection, c'est un amortisseur du choc. Et en plus de ça, elle donne un certain espace pour l'insertion des muscles oculomoteurs qui sont nécessaires à la mobilité du globe oculaire et donc nécessaires à la vision. Elle donne vraiment une liberté pour les mouvements de rotation qui peuvent atteindre les 200 degrés. Donc c'est vraiment hyper mobile, c'est presque dans toutes les directions. En rotation toujours, elle ne donne jamais de mouvements de translation en avant et en arrière, mais des mouvements en rotation qui peuvent atteindre les 200 degrés. Donc, cette cavité orbitaire, donc, c'est l'hôtel pour l'œil, c'est de la protection, c'est une zone, ou bien ça donne l'espace pour l'insertion musculaire nécessaire à la mobilité, avec une liberté de mobilité en rotation qui peuvent atteindre les 200 degrés. L'appareil lacrymal, situé en haut et en dehors du globe oculaire, contient en réalité deux segments. Il y en a la glande lacrymale, proprement dite, et il y en a les voies lacrymales, responsables de la direction des larmes. Au total, l'appareil lacrymal vient de sécréter un fluide, appelé les larmes. Ces larmes vont assurer l'hydratation et la propreté de l'œil humain, c'est-à-dire la lubrification de l'œil. En plus de ça, elle va participer dans un rôle immunitaire vu que ces larmes contiennent des agents antimicrobiens et anti-infectieux. En plus de ça, la constitution des larmes vient d'assurer la nutrition de la cornée. La cornée, c'est la partie de l'œil en avant qui est transparente, c'est-à-dire il n'y en a pas de vaisseau sanguin dedans, et sa nutrition, parmi les possibilités de nutrition de la cornée, c'est bien sûr les constitutions de larmes. Et en plus de tout ça, elle vient de protéger l'œil contre les corps étrangers et les agents microbiens. Donc c'est ça au total, pourquoi on vient de sécréter les larmes. Pour assurer l'hydratation de l'œil et la lubrification, un rôle immunitaire, un rôle de protection et un rôle de nutrition de notre cornée. Juste, on notera que le film lacrymal, il est formé par les glandes lacrymales avec une participation d'une petite sécrétion par les conjonctives
et par les glandes sébacées des paupières. Donc les larmes, dans la majorité, dans la plus grande partie, sont sécrétées par l'appareil lacrymal, mais il y en a la participation de quelques constituants venant de la conjonctive et des glandes sébacées des paupières. Alors, revenons à l'appareil lacrymal. L'appareil lacrymal, on a dit qu'elle est divisée en deux segments. Il y en a la glande lacrymale et il y en a les voies lacrymales. Pour bien éclairer la situation, la glande lacrymale, c'est une glande exocrine. Lorsqu'on parle d'une glande exocrine, c'est-à-dire une glande qui vient de sécréter le fluide, les larmes, c'est-à-dire à l'extérieur du corps. C'est une glande séreuse, tubulo-acineuse. Cette glande orbitaire, qui sont situées en haut et en dehors par rapport au globe oculaire, il y en a les glandes palpébrales, qui se situent au niveau des paupières. Les deux glandes orbitaires et palpébrales sont réunies par des canaux excréteurs, les conduits d'élimination, pour arriver à excréter les larmes à l'extérieur. Ce conduit d'élimination, à travers lequel les larmes vont sortir, la sortie du conduit d'élimination se situe dans l'angle supéro-externe de l'orbite. Donc c'est ça le siège de la sécrétion des orbites, au niveau de l'angle supéro-externe de l'orbite. Mais bien sûr, cette sécrétion nécessite d'être dirigée. Et donc, il y aura une nécessité pour la présence des voies lacrymales. Ces voies lacrymales, au contraire par rapport aux glandes lacrymales, sont situées au niveau de l'angle interne de l'œil et comprennent deux points lacrymaux. Il y en a le point lacrymal supérieur et le point lacrymal inférieur, qui sont situés sur les bords libres des paupières. Alors, ces points lacrymaux supérieurs et inférieurs se continuent par des canaliculi lacrymaux. Il y en a le canal lacrymal supérieur et le canal lacrymal inférieur. Bien sûr, le canal supérieur et le canal inférieur vont se réunir pour former un canal d'union qui se jette directement dans le sac lacrymal. Ce sac lacrymal se continue par le canal lacrymo-nasal. Donc déjà, lacrymo et nasal. Donc ça vient de relier les voies d'élimination lacrymale avec le nez. C'est lacrymo-nasal. Et donc l'orifice inférieur de ce canal lacrymo-nasal correspond au méa inférieur du nez. Donc au total, il y en a le point lacrymal supérieur et inférieur qui se projette par le canal lacrymal supérieur et inférieur qui vont se réunir pour en fait se jeter dans le sac lacrymal qui se termine par le canal lacrymo-nasal qui va s'ouvrir sur le nez, exactement dans le méa inférieur du nez. Et donc, bien sûr, la sécrétion de larmes se situe en haut et en externe par rapport au globe oculaire. Et l'élimination se situe dans l'angle interne. Donc, ça nécessite une certaine direction de larmes du côté extérieur vers le côté intérieur de l'œil. Et donc, la sécrétion des larmes sera guidée vers l'angle interne de l'œil par le clignement palpébral. Surtout le clignement palpébral réflexe qui se fait chaque 3 à 4 secondes. Donc voilà le trajet suivi par les larmes sécrétées. Donc la sécrétion se fait dans la glande lacrymale, en haut et en externe par rapport au globe. Et l'élimination se fait dans l'angle interne par les voies lacrymales. Et la direction, les larmes vont être guidées par le clignement palpébral. Concernant les paupières, il s'agit des plaques de peau qui sont mobiles, au nombre de deux. Il y en a la paupière supérieure et la paupière inférieure, se rabattant sur les yeux. Elles sont mobiles,
grâce à la présence des muscles en dedans qui permettent l'ouverture et la fermeture des paupières. Il y en a le muscle orbiculaire qui sert à l'occlusion, c'est-à-dire à la fermeture des paupières. Il s'agit d'un muscle strié, donc c'est volontaire, on peut le contrôler, à fibres qui sont circulaires. Donc déjà, il prit le nom orbiculaire grâce à la disposition de ces fibres d'une façon circulaire. Il s'insère sur les commissures externes et internes de l'œil. Et ce muscle orbiculaire est un muscle en fait qui est divisé traditionnellement en 3 parties. Il y en a une partie palpébrale des paupières, il y en a une partie orbitaire, il y en a une partie lacrymale. Dans sa partie palpébrale, il se divise en 2 parties. Il y en a la partie supérieure passant dans la paupière supérieure et la partie inférieure passant dans la paupière inférieure. Mais au total, c'est ça, c'est un muscle disposé disposé d'une façon circulaire, il est strié, il est volontaire, qui assure la fermeture des paupières. Le deuxième muscle, c'est le muscle releveur de la paupière supérieure. Toujours, c'est un muscle qui est strié, donc c'est volontaire. Il est plat et allongé et il joue un rôle très important dans l'ouverture de la paupière. Il assure l'ouverture de la paupière d'une façon volontaire. Le muscle du molaire est également un muscle lié à l'ouverture de la paupière supérieure, surtout la paupière supérieure. Mais il s'agit d'un muscle qui est lisse, donc c'est involontaire. On ne peut pas contrôler l'action de muscle du molaire. Donc c'est une action involontaire, responsable de clignement palpébral réflexe. Et il est tendu à la surface inférieure de muscles releveurs de la paupière supérieure. Donc au total, c'est ça. Les paupières sont mobiles grâce à la présence des muscles. Il y en a les muscles qui assurent la fermeture, il y en a les muscles qui assurent l'ouverture. L'orbiculaire sert à la fermeture d'une façon volontaire. Le releveur de la paupière sert à l'ouverture de la paupière d'une façon volontaire. Et enfin, le muscle du molaire qui sert à l'ouverture, certes, mais d'une façon involontaire. Au vrai, la paupière supérieure, elle est plus mobile. Elle a le pouvoir de couvrir totalement l'œil pendant le clignement et pendant le sommeil. Elle contribue même à l'étalement du film lacrymal. Mais la paupière inférieure, elle est plus statique. Elle participe avec la paupière supérieure dans le drainage des larmes en permettant de les évacuer vers l'angle interne, tout d'abord de l'œil, puis après vers le nez. Donc, pour résumer le tout, on peut dire que les paupières sont 2 voiles musculo-membraneux qui sont mobiles grâce à la présence des muscles assurant l'ouverture et la fermeture pour recouvrir et protéger la partie antérieure du globe oculaire. Histologiquement, ces paupières sont constituées par 7 couches superposées. Il y en a de l'extérieur vers l'intérieur, la couche de la peau fine, c'est l'épiderme, c'est une couche très mince de 0,5 mm d'épaisseur à peu près. Elle est vraiment fine, une couche vraiment fine, c'est comme l'épiderme du tympan à l'intérieur de l'oreille. Cette couche de peau va être reposée sur une couche de tissu conjonctif lâche. Après ça, il y en a la 3e couche marquée par le muscle orbiculaire des paupières. La 4e couche, ça va être la 2e couche de tissu conjonctif lâche cellulaire, sur laquelle repose le muscle orbiculaire des paupières. Après ça, la 5e couche, c'est une couche très importante, une couche qui est fibroélastique, appelée tarse. Il y en a tarse supérieur et tarse inférieur du paupière. Ce sont des structures qui contribuent à la formation et au soutien de la paupière. Sa longueur, elle est environ 2,5 cm à peu près. Appelé tarse, c'est un tissu fibroélastique. Après ça, il y en a la couche des fibres musculaires lisses, involontaires. Et enfin, il y en a une couche de muqueuse avec la présence des glandes lacrymales annexes, avec des glandes sébacées, appelées les glandes de Mébomus, et les glandes sédurépare en dedans.
Donc, au total, c'est ça, c'est cette couche. L'épiderme, tissu conjonctif lâche, muscle orbiculaire, deuxième couche de tissu conjonctif lâche, les tarses supérieurs et inférieurs, couche musculaire lisse et la couche de muqueuse, avec les glandes en dedans. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est la division histologique sur le plan chirurgical, basée sur la division chirurgicale. Il faut retenir que la paupière présente deux lamelles. Une lamelle antérieure, comprenant la peau et le muscle orbiculaire, et une lamelle postérieure, elle est surtout faite du tarse avec la conjonctive. Parce que déjà, après la couche des muqueuses, ça vient la conjonctive qui vient de tapisser la partie vraiment interne ou bien postérieure de la paupière. On parle de la conjonctive palpébrale. Et donc, on va la diviser histologiquement sur deux lamelles. Une lamelle antérieure, c'est la peau avec le muscle orbiculaire. Et une lamelle postérieure, le tarse, avec la conjonctive. Ces paupières, au nombre de deux, sont séparées l'une de l'autre par une ouverture, ce qu'on appelle l'ouverture palpébrale, ou bien la fente palpébrale, qui mesure environ 30 mm de longueur sur 10 mm de hauteur. Mais bien sûr, ces deux paupières sont quand même reliées en externe et en interne. Et là, on parle des angles situés à chaque coin de l'œil. C'est les zones où la paupière supérieure rejoint la paupière inférieure. Il y en a le petit canthus, ou bien le canthus externe, c'est l'angle du côté temporal, du côté externe. Et il y en a le grand canthus, ou bien le canthus interne, qui est l'angle situé du côté nasal, du côté interne de l'œil. Et sur les bords libres de la paupière, au niveau de la fente palpébrale, s'implante les cils sur 3 ou bien 4 rangées dans le bord libre supérieur. Il y en a 70 à 160 cils à peu près, mesurant 30 mm d'environ de longueur. Et sur le bord libre inférieur, il y en a 70 cils à peu près, mesurant 25 mm. Donc, c'est moins nombreux et il y en a moins de longueur par rapport aux cils trouvés au niveau de la paupière supérieure. Cette paupière, qu'il s'agit d'une membrane de peau, elles permettent une isolation plus ou moins importante de rayonnement électromagnétique par le blocage ou bien la limitation de la lumière pénétrante dans l'œil. C'est le cas par exemple lors du sommeil. Et même par ce clignement, cette fermeture, elle arrive à protéger les yeux de certaines agressions, comme les projections des poussières par exemple. En plus de ça, elle participe au renouvellement du film de larmes. Quand même, il y en a des glandes lacrymales accessoires en dedans qui vont participer dans la formation et le renouvellement du film de larmes, ce qui va aider à la réhydratation et le nettoyage de l'œil et de la cornée. En plus de ça, elle assure un certain rôle de protection grâce au clignement réflexe. Au gros, on peut dire que les paupières répondent à une triple fonction. Une protection du globe, drainage lacrymal et expression mimique. On notera que cette paupière peut être affectée par des plaies, dites plaies palpébrales, qui sont plus ou moins fréquentes chez les enfants ou bien chez les personnes du sexe masculin. Et ça nécessite vraiment l'intervention d'un bon chirurgien pour les faire récupérer. Même, on peut marquer la présence des malformations palpébrales, des inflammations dans certaines situations à la suite d'un contact avec un irritant ou bien à la suite d'une infection virale, une infection bactérienne par exemple. Et éventuellement, elle sera associée à une conjonctivite parce que c'est fortement lié entre les deux sur le plan histologique. Même ces paupières peuvent être touchées par les allergies. En général, il s'agit de l'utilisation des produits cosmétiques. Sinon, c'est des topiques médicamenteux utilisés principalement sur le plan dermatologique et moins souvent vraiment par la présence des allergènes professionnels, une exposition professionnelle. Et même dans certaines situations, ça peut aller jusqu'à des pathologies tumorales.
la conjonctive, c'est une membrane muqueuse transparente. Elle tapisse l'intérieur des paupières, dans sa partie tarsale. Et on parle alors de la conjonctive palpébrale. Ok? Et en même temps, elle vient de tapisser la sclère, le blanc de l'œil, dans sa partie bulbaire. Et on parle alors de la conjonctive bulbaire. Mais elle ne recouvre pas la partie antérieure du globe oculaire. Elle ne recouvre pas la cornée. Elle va respecter la cornée. Elle vient juste de tapisser la partie postérieure des paupières, la partie tarsale exactement des paupières, et la partie bulbaire, le blanc de l'œil, en respectant la cornée. Et on parle de la conjonctive palpébrale. Donc au total, c'est ça, la conjonctive, c'est une muqueuse transparente, translucide, qui tapisse la partie postérieure des paupières, on parle de la conjonctive palpébrale, et la partie antérieure du sclère, on parle du conjonctif bulbaire, jusqu'au limbe cornéoscléral, c'est-à-dire la jonction exacte limbe entre la cornée et le sclère. Cette membrane, elle est constituée d'une couche cellulaire épithéliale, composée en partie par des cellules appelées les cellules calciformes. Ces cellules produisent du mucus qui va entrer dans la composition du liquide lacrymal. Déjà parlé dans l'appareil lacrymal. Donc ce mucus participe dans la composition du liquide lacrymal nécessaire à la lubrification de la surface de l'œil. Toujours histologiquement, on notera que la conjonctive palpébrale et la conjonctive bulbaire ne contiennent pas le même, ou bien en fait ne sont pas revêtues par le même épithélium. La conjonctive palpébrale, elle est revêtue par un épithélium prismatique stratifié. En revanche, la conjonctive bulbaire par un épithélium pavimenteux stratifié. Donc, ce n'est pas la même chose sur le plan histologique. Physiologiquement, la conjonctive joue un rôle particulièrement important dans le maintien de l'homéostasie cornéenne. Elle va assurer un rôle très important de défense immunitaire par la protection du globe oculaire des agressions extérieures, des petits corps étrangers et même des micro-organismes responsables des infections et tout. Elle participe déjà dans la sécrétion lacrymale et donc elle permet la stabilité du film lacrymal sur l'œil et sa conservation pour assurer le rôle de lubrification, de l'hydratation de l'œil et tout. Et en même temps, elle produit des substances qui sont nutritives pour la cornée. Donc, elle assure la nutrition de la cornée. Bien sûr, ce tissu complexe et fragile peut être le lieu de nombreuses pathologies oculaires ou générales qui peuvent influencer sur son rôle physiologique, comme par exemple les conjonctivites. Pour les muscles oculomoteurs, ces muscles sont responsables de déplacement de l'œil. Donc, c'est ça qui fait mouvoir l'œil humain. Ils sont au nombre de 7, regroupant le muscle releveur de la paupière avec 6 muscles ouvrés oculomoteurs. Donc, au total, c'est ça, 6 muscles oculomoteurs avec le muscle releveur de la paupière. Il y en a 4 muscles droits et 2 muscles obliques. Il y en a le droit supérieur, le droit inférieur, le droit externe, le droit interne, avec les 2 obliques, l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Donc, c'est 6 muscles. Le droit supérieur, le droit inférieur, le droit médian ou bien interne, le droit latéral ou bien externe, l'oblique supérieur ou bien le grand oblique et l'oblique inférieur ou bien le petit oblique. Pour les muscles droits, les 4 muscles droits, le droit supérieur, inférieur, latéral et médian. Le droit supérieur, c'est un élévateur. Il va être responsable de la vision en haut et en externe. Le droit supérieur, c'est un élévateur. Responsable de la vision en haut et en externe. Le contraire, c'est le droit inférieur. C'est un abaisseur. Il va être responsable de la vision en bas et en externe. En bas et en externe.
Pour le droit interne et externe, le droit interne, déjà, c'est interne. Il va être responsable de la vision ou bien le déplacement du globe en interne, en adduction, c'est un adducteur. Et le droit latéral, le droit externe, donc c'est en externe, il va être responsable de la vision en externe, c'est un abducteur. Bien sûr, vu qu'il s'agit des muscles, donc ils vont être énervés par des nerfs. Les nerfs crâniens responsables de l'énervation des droits supérieurs et inférieurs latéral ou médian sont, il y en a le nerf numéro 3, le nerf oculomoteur commun. Le nerf oculomoteur commun va être responsable de l'énervation du supérieur, de l'inférieur et du médian, de l'interne. Mais le droit latéral, il va être énervé par le nerf crânien numéro 6. C'est le nerf abducens. Déjà, d'après le nom, c'est abducens. Donc, il va être responsable de l'abduction de l'œil. Donc, il va énerver le droit latéral, le droit externe. Mais le reste des 4 droits, supérieurs et inférieurs avec le médian, l'interne, ils vont être énervés par le nerf numéro 3, le nerf oculomoteur commun. Pour les deux muscles obliques, le grand oblique ou bien l'oblique supérieur et le petit oblique ou bien l'oblique inférieur. Pour l'oblique inférieur, le petit oblique, c'est un éleveur et en même temps rotateur externe. Donc, il va être responsable de la vision en haut et en interne. En haut et en interne. L'oblique inférieur. Le grand oblique ou bien l'oblique supérieur, c'est un abaisseur et en même temps un rotateur interne. Il va être responsable de la vision en bas et en interne. En bas et en interne. Alors, la même chose avec les 4 droits. Ces deux muscles obliques vont être énervés par les nerfs. Alors, le nerf oculomoteur toujours. Le nerf oculomoteur commun, il va prendre le droit inférieur, l'abaisseur. Donc, en plus de médian, le droit médian, le droit supérieur, le droit inférieur, il va énerver même l'oblique inférieur, qui est l'éleveur et le rotateur externe de l'œil. Alors que le grand oblique, ou bien l'oblique supérieur, il va être énervé par un troisième nerf crânien, c'est le nerf numéro 4, c'est le nerf pathétique, ou bien le nerf trochléaire. Donc, au total, c'est ça par rapport aux muscles. Il y en a le droit latéral, le droit interne. Il y en a le droit supérieur, le droit inférieur. Il y en a le grand oblique et le petit oblique. Alors, le droit médian, responsable de la vision en adduction. Le droit latéral en abduction. Le droit supérieur en haut et en externe. Le droit inférieur en bas et en externe. L'oblique inférieur en haut et en interne, l'oblique supérieur en bas et en interne. Le nerf oculomoteur commun, le 3, va être responsable de l'énervation du droit médian, du droit supérieur, du droit inférieur avec le petit oblique. Sinon, pour le droit latéral, il va être énervé par le nerf numéro 6, l'abducens, et le grand oblique ou bien l'oblique supérieur va être énervé par le nerf numéro 4, le nerf pathétique ou bien le nerf trochléaire. Pour le muscle élévateur de la paupière, déjà parlé dans la partie des paupières, il va être énervé par le nerf numéro 3, le nerf oculomoteur commun. Juste, on rappelle que pour le nerf oculomoteur commun, il est divisé en deux parties. Il y en a une partie extrinsèque et il y en a une partie intrinsèque. Sa partie extrinsèque va assurer la fonction motrice, c'est-à-dire l'énervation des muscles oculomoteur qui va donner un mouvement par la suite, donc une fonction qui est motrice. Mais sa partie intrinsèque va assurer une fonction végétative, une fonction autonome, parce que ce même nerf vient de énerver le muscle sphincter de l'iris en assurant du myosis par le système nerveux sympathique, c'est-à-dire pour le réflexe photomoteur. Et même, il vient d'énerver les muscles ciliaires pour l'accommodation. Une fonction végétative, une fonction autonome. Et même on notera que chaque muscle a son champ d'action. On parle de l'action musculaire au max.
sur lequel on va insister dans l'exploration clinique de la mobilité oculaire. Par exemple, pour le droit latéral, il va être responsable d'une abduction, c'est un adducteur. Donc, le champ d'action max, c'est en externe, le maximum de l'abduction. Donc, pour tester est-ce que le droit latéral est fonctionnel chez notre patient, on va demander au patient de faire une abduction, c'est-à-dire le champ d'action max de muscles. Il faut savoir que chacun de ces muscles possède un muscle antagoniste homolatéral du même œil, c'est-à-dire qui travaille d'une action antagoniste, une action contraire par rapport au muscle. Donc, il y en a 4 droits et 2 obliques. Donc, il y en a toujours un couple par rapport au muscle constituant le couple antagoniste du même œil. Et en même temps, chaque muscle possède un autre muscle qui est agoniste, un muscle synergique qui travaille avec, mais dans l'œil contralatéral. Donc, chaque muscle possède un antagoniste homolatéral et un agoniste contralatéral. D'une façon que l'action de ces couples de muscles agonistes et antagonistes sera régie par 2 règles d'innervation réciproques. Il y en a la loi de Sherrington, il y en a la loi de Eyring. Pour la loi de Sherrington, donc, lorsque l'agoniste se contracte, l'antagoniste se relâche, obligatoirement. Obligatoirement, lorsque l'agoniste se contracte, l'antagoniste se relâche. Par exemple, le droit interne de l'œil droit. Le droit interne de l'œil droit. Il va être responsable de l'adduction à droite. De l'adduction à droite. Son antagoniste du même œil, c'est le droit externe, c'est l'abducteur droit. Parce qu'on ne peut pas réaliser une abduction et une adduction du même œil en même temps. C'est impossible. On ne peut pas regarder en haut et en bas en même temps dans le même œil. C'est impossible. Donc, pour qu'on arrive à regarder en haut, ça nécessite que le regard en bas sera inactivé. Pour regarder en interne, ça nécessite que la vision externe sera inactivée du même œil. Donc, les antagonistes, c'est ça. Lorsque l'agoniste se contracte, l'antagoniste se relâche. Et donc, toujours avec le même exemple, pour qu'on arrive à faire une adduction droite, ça nécessite de relâcher l'abducteur droit. C'est-à-dire que pour que l'œil droit peut faire une adduction par le droit interne, ça nécessite obligatoirement le relâchement du droit externe. Et le contraire, il est vrai. Ça, c'était pour la loi de Sherrington. Lorsqu'un agoniste se contracte, l'antagoniste se relâche. Selon Eyring et la loi de Eyring, lors des mouvements binoculaires des 2 yeux, l'influx nerveux, il est envoyé en quantité égale aux 2 muscles agonistes des 2 yeux. C'est-à-dire, toujours avec le même exemple, avec l'adduction de l'œil droit. Pour faire une adduction au niveau de l'œil droit, on va réaliser une abduction dans l'œil contralatéral, de l'œil gauche. Et donc, c'est l'adducteur droit qui va se travailler en synergie avec son agoniste à gauche, qui est l'abducteur gauche. Là, l'influx nerveux qui va arriver pour faire le mouvement, c'est-à-dire le regard en interne à droite et en externe à gauche, va envoyer en quantité égale aux 2 muscles, l'adducteur droit et l'abducteur gauche, et donc l'énergie sera divisée sur les 2 muscles, les 2 muscles synergiques lors des mouvements binoculaires. Et donc, si l'un des muscles il est défaillant, on parle de paralysie musculaire, là, l'influx nerveux et sa quantité restera la même, son intensité restera la même. Et l'autre muscle agoniste reçoit la totalité de l'énergie. Donc, l'énergie ne sera pas divisée en 2, mais la totalité va être prise par le muscle qui est encore fonctionnel. Parce que le défaillant, il est en paralysie. Il ne va pas fonctionner. Son énergie va être prise par le muscle qui est encore fonctionnel. Et là, le mouvement va se manifester par une façon qui est exagérée, par une hyperaction, par une façon hypercinétique.
Donc, si on va faire toujours l'adduction en interne et l'abduction en externe, par exemple, donc on ne peut pas faire, par exemple, l'abduction en externe par rapport à l'œil gauche. Donc, l'adduction au niveau de l'œil droit va être exagérée, une adduction exagérée. Bon, toujours, pour l'action des muscles synergiques, on parle des muscles conjugués dans les deux yeux. Puisque c'est des muscles qui travaillent en mouvement binoculaire, c'est-à-dire les deux yeux travaillent en même temps, on doit parler à droite, à gauche, et ainsi de suite. Alors, à droite, le droit externe droit travaille en synergie avec le droit interne gauche. À gauche, le droit interne droit travaille avec le droit externe gauche. C'est logique. Alors, en haut et à droite. En haut et à droite. Le droit supérieur droit travaille avec le petit oblique gauche. En haut et à gauche, le petit oblique droit travaille avec le droit supérieur gauche. En bas et à droite, le droit inférieur droit travaille avec le grand oblique gauche. Et en bas et à gauche, le grand oblique droit travaille avec le droit inférieur gauche. Et c'est hyper logique. Ça travaille en synergie. Donc, au total, pour conclure, l'appareil de la vision comprend deux cavités orbitaires, avec deux globes oculaires, associés aux annexes avec une structure complexe. La cavité orbitaire osseuse, dans laquelle est placé le globe oculaire, va servir à donner un espace pour l'insertion des muscles oculomoteurs nécessaires à la mobilité du globe et à la vision, en plus de son rôle protecteur. Les muscles oculomoteurs sont responsables de déplacement de l'œil. Ils sont au nombre de 7 chez l'humain, regroupant le muscle releveur de la paupière avec 6 muscles oculomoteurs, 4 muscles droits et 2 muscles obliques. L'appareil lacrymal, constitué des glandes lacrymales et les voies d'élimination, sécrète les larmes, responsables de la production et la lubrification de l'œil. Les paupières, qui sont 2 voiles musculo-membraneux, sont mobiles et viennent de recouvrir et protéger la partie antérieure du globe de l'œil, permettant une isolation plus ou moins importante de notre globe. Et enfin, la conjonctive, la membrane muqueuse transparente qui vient de tapisser l'intérieur des paupières dans sa partie tarsale, on parle de la conjonctive palpébrale, ainsi que le sclère, et on parle de la conjonctive pulpaire. Cette conjonctive vient de jouer un rôle particulièrement important dans le maintien de l'homéostasie cornéenne.